Bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes ravis aujourd'hui de vous retrouver dans ce deuxième webinaire qui s'inscrit dans une série de webinaires sur l'exploration des modalités d'enseignement hybride ou à distance. Donc, il ne s'agit pas d'un webinaire classique où les participants sont peu sollicités, mais vous allez être sollicités par des moments de sondage et des moments de débat. Nous vous proposons ainsi des webinaires où nous invitons des experts pour nous éclairer sur certains points et des web rendez-vous sous forme de retour d'expérience. Quelques éléments de contexte. Donc, comme vous le savez, bien que les équipes enseignantes ont fait preuve de vigilance et d'engagement professionnel et affectif important pendant la première phase de confinement pour assurer leur continuité pédagogique, beaucoup de problématiques continuent à se poser par et pour ces équipes pédagogiques. Donc, l'objectif de ce deuxième webinaire est de clarifier le vocabulaire utilisé pour définir l'enseignement hybride ou à distance, analyser les opportunités et les risques relatifs aux différentes modalités d'enseignement hybride et identifier les questions à vous poser pour mettre en œuvre la modalité choisie en veillant à préserver la charge de travail enseignants et étudiants. Donc, comme vous le savez, notre invité d'aujourd'hui est Marcel Lebrun, qui est professeur en technologie de l'éducation et conseiller pédagogique au Louvain Learning Lab de l'Université catholique de Louvain en Belgique, que nous remercions vivement d'avoir accepté notre invitation. Avant de commencer, juste quelques consignes de fonctionnement. Donc, nous vous invitons à privilégier le chat, en particulier pendant les débats et les sondages. Sinon, vous pouvez demander de prendre la parole en signalant ceci par une levée de main. Nous vous invitons à garder vos micros muets et vos vidéos désactivées sauf pour intervenir. Ce webinaire sera enregistré et l'enregistrement sera à votre disposition par messagerie. En cas de refus du droit à l'image, nous vous invitons à éteindre votre vidéo au micro pour ne pas apparaître sur l'enregistrement. Et en cas de soucis techniques, nous vous invitons à vous reconnecter en utilisant le même lien Zoom envoyé par messagerie. Donc, Marcel Lebrun ne sera pas seul aujourd'hui. Il sera accompagné par une petite équipe de conseillers pédagogiques appartenant au réseau Pensera, réseau de conseillers et ingénieurs pédagogiques de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui sont Franck Pertuca, Christelle Rimbaud, Fatma Saïtouani et Lauriane Pirodon. Et on va se présenter. Donc, je te laisse la parole, Franck. Oui, Franck Bertuca, j'appartiens à l'Université catholique de Lyon et où je tiens en partie une petite moitié de mon temps le rôle de conseiller pédagogique. Pour le reste, je m'occupe de qualité de la pédagogie dans une école de management, celle de la Cato, l'ESDES. Et Christelle? J'ai pour mission d'accompagner les enseignants et les équipes pédagogiques pour leur pratique pédagogique et aussi une mission autour de l'évaluation de la qualité de l'enseignement dans l'école. Merci. Voici Et Fatma. moi-même, donc Fatma Saïtouami, je suis à la fois chercheur en sciences de l'éducation dans le laboratoire ADEFT Aix-Marseille Université et conseillère pédagogique à l'équipe Patena à l'INSA Lyon. Et Lauriane? C'est moi, Lauriane Pirodon. Je travaille avec Franck Bertuca au sein de l'équipe KPA à l'Université catholique de Lyon et suis donc ingénieure pédagogique et je travaille notamment sur les questions du numérique et le développement des compétences numériques des enseignants de l'Université catholique de Lyon. Et c'est moi qui vais faire défiler les diaporamas aujourd'hui. Du coup, je vous invite à me signaler si jamais je vais trop vite ou si je ne suis pas à l'heure sur votre slide. Il n'y a pas de souci. Merci. Tant que les autres arrivent, 25, voilà, je vois que tout le monde se connecte petit à petit. En cas de difficulté, n'hésitez pas à mettre un mot dans le chat. Voilà. Ok. Du coup, je lance la première question. Renseignez un par un 3 mots-clés pour qualifier votre expérience de l'enseignement à distance ou hybride. Donc, vous avez un champ texte, vous pouvez rentrer vos réponses, vous rentrez mot après mot. Donc, vous envoyez un mot, vous envoyez, un deuxième mot, vous envoyez, un troisième mot, vous envoyez. Ok, super. Bon, je vois que le flot de mots ralentit.
On est à 59, 60 mots, 62. Franck, je propose un nuage de mots pour le commentaire. S'il te plaît, ce serait plus facile. Alors, c'est intéressant de voir apparaître ce chronophage-là qui nous saute aux yeux. J'aime bien voir aussi le mot d'accompagnement, complexe, la question des outils qui effectivement paraît essentielle, la question de la fatigue. Chronophage revient en force. Mais je ne veux pas trop passer de temps là-dessus. Ce que je pense, ce qui serait bien, c'est que s'il veut bien, Marcel nous éclaire un petit peu de ce que ça lui apporte comme réflexion. Bien. Je vais donc, tout d'abord, je vous salue, on s'est dit bonjour rapidement. Très heureux d'être avec vous pour cette première partie d'après-midi. Et donc, je vais bien partager mon écran. Alors, vous êtes bien d'accord avec cela? Oui, je vous coupe le Alors, mien. le vote va être coupé, je crois, automatiquement. Voilà, 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 voilà. Bien. Donc, j'ai repris ici un schéma que j'avais trouvé sur une question comparable, relative à enseignement à distance, enseignement hybride. Et ce que j'ai constaté dans ce genre d'appel, si on veut, à expression au travers des trois mots, c'est qu'il y avait un mot qui est apprentissage, qui est quelque chose de... Parfois, vous avez vu, il est tout petit là. Alors c'est vrai, on va parler d'autres mots comme insécurité, les limites, les difficultés. Évidemment, c'est une terre inconnue que nous devons investir et finalement qu'on nous a quelque part forcé à investir. Mais ce que j'aimerais vraiment vous dire au travers de cela, c'est tout d'abord une sorte de conviction. Quand on me parle d'enseigner, le métier d'enseignant, quand on me parle de former, j'ai toujours en tête cette définition que j'ai lue il y a longtemps, vous voyez la date, 88, qui était dans un livre sur comment faire un enseignement efficace dans l'enseignement supérieur, et qui dit « Former, c'est mettre à la disposition du futur formé des occasions où il pourra apprendre. Point. » Je ne pense pas que cette définition puisse être, je vais dire au sens fort du mot, complétée par d'autres choses. On peut donner des détails sur la manière dont ça va se parler, on va donner des détails sur les ressources, sur les activités, mais malgré tout, si nous sommes là, c'est essayer de mettre à la disposition de l'apprenant des occasions où il peut se former. Cette définition, on la trouve un peu à toutes les sauces. Elle prend un sens très particulier, voyez-vous, à l'heure actuelle où pas mal de personnes, je cite ici Michel Serres, hein, qui nous dit « mais qu'est-ce que c'est finalement transmettre ?» Et vous qui êtes quand même dans cette région, pour moi, de Lyon au sens général, j'ai été frappé par une mention qui se trouve sur la bibliothèque de l'École centrale de Lyon, où il est écrit ceci, et c'est des paroles de Michel Serres. Vous devez fréquenter les bibliothèques. C'est fou tout le savoir que vous allez trouver dans les bibliothèques, mais surtout, pensez à sortir des bibliothèques. Sinon, vous n'écrirez que des livres sur des livres. Alors, enseigner, mettre en place des méthodes, comment pouvons-nous enseigner, que ce soit, pour l'instant on m'a demandé d'être général, que ce soit en présence, en ligne, à distance totalement, si on n'a pas, nous les enseignants, une sorte de modèle d'apprentissage. Vous savez, je veux dire, une sorte de tableau de bord avec des leviers que nous pourrions faire fonctionner
en fonction des objectifs que nous voulons atteindre. Autrement dit, si on n'a pas de modèle d'apprentissage de qu'est-ce que c'est apprendre, ben on risque de s'aventurer en montagne sans guide et sans carte. C'est quelque chose où les enseignants me répondent « Non, c'est ça depuis toujours » et on se rend compte que quand on fait l'exercice, c'est difficile. Donc, apprendre est donc au cœur, former, c'est autour de l'apprenant, la situation que vous allez mettre, et donc, j'en parlerai tout à l'heure, l'idée d'avoir un modèle pragmatique de l'apprentissage sur lesquels les formateurs peuvent se greffer. On va parler beaucoup de dispositifs. Un dispositif de nouveau qui va englober l'apprenant. Alors un dispositif, qu'est-ce que c'est? Ben, un dispositif, c'est un ensemble cohérent. Nous allons parler de ça souvent, de cette cohérence constituée de ressources, de méthodes, de stratégies, des acteurs évidemment qui vont intervenir, des contextes qui sont différents d'une discipline à l'autre, d'une vocation professionnelle à l'autre, mais avec évidemment aussi des finalités. Le mot cohérent sera pour nous mis en évidence dans nos différentes interventions. Et puis, il y a le projet européen ICUP. Alors, c'est intéressant de vous le dire, vous savez, on trouve beaucoup de littérature anglo-saxonne sur l'apprentissage, la formation et tout, mais ici, vous avez vraiment une recherche qui a été conduite dans des pays européens et de surcroît, la chose mérite d'être soulignée, des pays le plus souvent, enfin souvent, presque toujours ici, francophones. Vous avez sans doute déjà travaillé sur cette grille qui représente différentes composantes que nous allons mettre en action. Vous voyez par exemple la participation active en présence. Est-ce que les étudiants s'engagent, s'impliquent en présence? Mais aussi la participation active à distance. Qu'est-ce que les étudiants vont faire au-delà de regarder les vidéos? Le type de travaux, de communication, d'accompagnement, les ressources, etc. Cela nous donne, si vous voulez, des profils de dispositifs, des images de dispositifs qui sont représentés par des densités, si vous voulez, le long de ces composantes. Je ne peux pas rentrer dans les détails maintenant. Vous avez vu bien souvent dans mes diapos qu'il y avait des petites références qui apparaissaient. La scène, l'écran, le gîte, le cockpit, ce qui veut dire l'ensemble des ressources ou le pilotage qui est fait. Vous en avez d'autres. Ici, bien sûr, les configurations sont centrées sur l'enseignant. C'est l'enseignant qui est sur la scène, c'est l'enseignant qui propose les vidéos, c'est l'enseignant qui propose les ressources, mais on a également identifié des composantes beaucoup plus centrées sur l'apprenant, l'équipage, l'enseignant devenant une sorte de coach, de guide on the side, comme on dit, le métro avec des parcours d'apprentissage extrêmement complexes et l'écosystème des configurations. Alors, mes collègues là, qui m'invitent aujourd'hui m'ont dit qu'ils avaient fait passer, si vous voulez, ce questionnaire ICUP, et on constate quand même avec beaucoup de bonheur que le métro et l'écosystème, donc les configurations 5 et 6, sont quand même celles qui sont le plus représentées. Et donc, d'un côté, quand on parle d'enseignement hybride et à distance, etc., on a l'air d'oublier un peu l'apprenant, mais quand on vous parle des configurations, l'apprentissage arrive à bâton rompu ici. C'est important parce que on a montré dans la recherche ICUP qu'en fonction des types, les 3 premiers types centrés enseignants, les 3 derniers, eh bien que différents paramètres de l'apprentissage, cette fois-ci, liés aux interactions, aux activités, aux compétences déployées, aux productions demandées, etc., variaient considérablement en fonction des types. Donc voilà, c'était un peu mon introduction. Je vais arrêter le partage pour pouvoir vous redonner la main. Merveilleux, c'est parfait, d'autant qu'en termes de temporalité,
on tombe pile sur ce qui était prévu. Merci Marcel. Alors, c'est vrai qu'on a lancé peut-être, enfin on va lancer maintenant la partie dans laquelle, non, pardon Lauriane, en fait, on est au début de la première partie maintenant. En fait, ce qui serait peut-être bien serait que tu nous remontres la dia sur laquelle il y avait le dessin booklap, le nuage de mots. Voilà. Et c'est là que je vais demander à Marcel s'il peut nous donner son avis sur le nuage de mots qui arrive bientôt à l'écran, que je ne vois pas personnellement. On ne le voit pas, Lauriane. Vous ne le voyez pas? Alors, je redémarre mon partage d'écran parce que pourtant, je suis au bon endroit. Hop. Et hop. Est-ce que c'est mieux? C'est bon. Oui, Parfait. merci. Et donc ça, c'est la réponse à la question qui a été posée tout de suite avant qu'on ne commence. Et donc, voilà, qu'est-ce que ça t'inspire comme réflexion? Qu'est-ce qui te saute aux yeux, à part ce chronophage qui, moi, me paraît… Effectivement, c'est vrai. Donc, mon micro est toujours ouvert, hein, je vais Oui. le laisser comme cela. Ben, c'est un peu ce que je disais à l'entame de ma petite mini-présentation, c'est que, et je ne mets pas ça en doute, n'est-ce pas, c'est vraiment comme ça qu'on le ressent, c'est effectivement quelque chose qui est chronophage, c'est quelque chose qui est exigeant, qui demande beaucoup de travail, qui est complexe, etc. Mais j'ai envie de vous dire que je sois enseignant au tableau ou enseignant à distance, évidemment, il y a l'effet nouveauté. Hein. On a été forcé par le coronavirus de devoir utiliser des outils qu'on avait vraiment peu utilisés. Donc, il y a vraiment cet effort-là. Mais j'ai envie de vous dire tout simplement aussi un credo auquel je m'accroche et que je peux justifier dans la plupart des recherches qui se font depuis 40 ans dans le domaine de l'enseignement à distance en ligne, parce que ce n'est pas nouveau cette histoire-là. L'enseignement à distance, c'est quelque chose qui a commencé, je dirais, dès 1865-1870, avec l'avènement du chemin de fer. D'accord? Et des recherches sur l'enseignement à distance, il y en a eu. Sur les ressources, sur la difficulté d'animer des étudiants à distance. Bien sûr que oui. Mais malgré tout ça, et malgré toutes ces lectures, au-delà de la citation que je vous ai donnée, hein, former, donner des occasions d'apprendre, je veux aller un peu plus loin. J'ai envie de vous dire, enseigner à distance, enseigner en ligne, enseigner de manière hybride, un bon enseignement à distance en ligne hybride est d'abord un bon enseignement, point. Point. Je n'ai rien d'autre à vous dire. Il n'y a pas de principe, je dis de principe, des façons de faire, oui, bien sûr, elles sont difficiles. Il faut du courant électrique, il faut un écran, oui, oui, bien sûr. Excusez-moi, c'est du détail. Au niveau des paradigmes enseigner, apprendre, tout ce qui concerne l'apprentissage a été dit. On apprend avec des ressources de qualité, oui, bien sûr. On apprend en interagissant. On apprend mieux quand les savoirs sont contextualisés, qu'ils ont du sens. Et donc, quand je vois votre tableau qui reprend évidemment des mots comme interactif, pédagogie, interaction, accompagnement, challenge, le défi pour vous, mais le défi pour les apprenants aussi, hein, dans une perspective d'apprentissage, je me dis que c'est vrai que c'est chronophage. Je fais de l'enseignement en ligne, même avec mes étudiants en présence, hein, parce que de temps en temps, je leur dis à mes étudiants, vous savez, de toute façon, je ne peux pas apprendre à votre place. Oui. Donc, je leur donne du temps pour apprendre. Et donc, j'utilise pas mal l'enseignement en ligne. Et je sais combien c'est chronophage. Oui, les premières fois. Mais une fois qu'on a identifié ces ressources, vous savez,
c'est la même chose qu'un enseignant sur l'estrade, hein, dans un amphi, qui ressort sa pile de diapos qu'il a déjà fait il y a 2 ans. D'accord? Je vous dis ça parce que je l'ai fait aussi. Donc, je comprends que dans une situation qui a été en Belgique, en France et ailleurs, une situation de crise, ces mots qui sont là en grand, hein, compliqués, fatigants, chronophages, ça demande du travail, je comprends qu'ils soient là, mais ils constituent quand même un banc d'essai, une amplification, si on veut, des paramètres de l'apprentissage que j'ai mis en évidence. Ouais. Parfait. Merci Marcel. Alors, nous allons entrer dans la première partie. Effectivement, Christina, il y a des éléments sur lesquels je vous invite à revenir à la fin de cette première partie, au moment où on lancera le débat. Alors, de quoi parle-t-on? Première partie de Marcel, si j'ai bien compris, si je suis mon programme. Christelle, on ne t'entend pas. Je dis oui, effectivement, on redonne la main à Marcel là, pour présenter la première partie. Marcel? Oui, mais je dois dire que je suis un peu perturbé par l'agencement parce que vous m'aviez déjà remis un nuage de mots. Moi, je croyais que c'était sur celui-là que j'allais travailler. Ensuite, je vois dans le sujet 1, clarifier le vocabulaire, que j'interviens pour de l'enrichissement. Donc, j'imaginais que les premières questions… Alors, en fait, oui, il me semblait que dans le document que vous nous aviez envoyé, se trouvait une partie sur cette première partie, donc, sur la clarification du vocabulaire. C'est à cela que nous faisions allusion. On est bien donc dans les différentes formes d'hybridation. Exactement. Ça va bien. Tout à fait, Marcel. Eh bien, bravo, on y est alors. On y est. Je repartage mon écran. Voilà. Vous voyez mon écran? Oui. En effet. Voilà. Parfait. Alors, bon, c'est vrai qu'on a parlé déjà un tout petit peu rapidement de la recherche ICEP sur les dispositifs hybrides. Cette recherche, elle date quand même de 2010-2012. Ce que j'aimerais vous dire maintenant, c'est que le monde dans lequel nous vivons maintenant, et pas seulement avec cette histoire de virus, hein, il y avait des choses qui étaient là bien avant, nous vivons dans un monde qui s'accélère finalement. Ça, il y a même eu des études sociologiques, hein, je pense au livre d'Arthur sur aliénation et accélération, vers une théorie critique de la modernité tardive, c'est-à-dire la nôtre. Simplement pour vous dire que il y a, selon des penseurs, on peut penser à Michel Serres de nouveau, mais à Harari, etc., des grosses inventions, certains disent des systèmes techniques, voulant dire par là, ce n'est pas que l'outil, c'est les usages qui ont été transformés. Il y en a eu 3 ou 4, disent-ils, sur notre histoire. Alors, je commence là, il y a 3 ou 4 millénaires, avec l'écriture. L'écriture, il y a environ 200 générations, hein, on peut dire 4000, 5000 ans ou quelque chose comme ça, et si vous voulez 300 générations, peu importe, on est dans les centaines. Si on regarde l'invention suivante, qui est encore fort présente avec nous, hein. On a annoncé le livre électronique et toutes ces choses-là, mais le bon vieux manuel imprimé est toujours là, ou photocopié. Ça date de 5 ou 6 siècles, c'est-à-dire 20 générations. Et ce qu'on appelle actuellement le numérique, attention, le numérique dans mon esprit, ce n'est pas que les outils,
c'est les usages, les façons de faire qui ont été transformés, la manière dont nous vivons, dont nous réservions, hein, excusez-moi d'utiliser le passé, mais où nous réservions nos voyages, nos livres, notre commerce, etc., etc., on en est à une génération. Et cela, tout cela, l'écriture, l'imprimerie et le numérique, sont en train d'agencer de nouvelles façons de concerner le savoir. Alors, on connaît Yuval Harari, hein, Sapiens, c'est un best-seller. On connaît peut-être moins les 21 leçons pour le 21e siècle, où il y a un point sur l'éducation. Et il nous dit que la capacité la plus importante sera celle d'affronter le changement, d'apprendre des choses nouvelles et de préserver son équilibre mental dans des situations peu familières. Alors, ce livre, il date de déjà plusieurs années, mais vous comprenez que cette phrase-là, si on la lit intensivement, ben, elle nous parle beaucoup. Alors, des changements, ils étaient annoncés finalement, ces changements, je veux dire, de l'école. Évidemment, je n'ai pas le temps de m'appesantir, mais si vous regardez la référence là, que j'ai mise sur le connectivisme, vous voyez que l'apprentissage informel qui prend une place de plus en plus grande, l'apprentissage tout au long de la vie, la façon dont les technologies changent nos façons de penser, la manière dont l'institution elle-même devient une société apprenante. Le fait qu'on vous a dit ça, hein, il y a les savoirs et les savoir-faire, et Siemens, un des pères du connectivisme, nous dit il y a aussi les savoirs où et quand. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que l'hybridation, c'est bien sûr une hybridation entre présence et distance, on y reviendra. Mais elle est liée à toutes sortes d'autres hybridations qui sont évidemment partie prenante de ce changement. Les sociétés ne changent pas du noir au blanc, du A au B, du X au Y en une fois. Il y a des mouvements. Et ces hybridations concernent l'hybridation des savoirs et des compétences, on pourra en parler pendant une heure, l'hybridation entre enseigner et apprendre. Beaucoup de personnes me disent, mais c'est la même chose, j'apprends de tas de choses à mes élèves. Erreur. On ne peut pas apprendre quelque chose à quelqu'un. On peut lui enseigner, mais apprendre, c'est l'élève qui est en face de vous qui va le faire. Évidemment, les relations synchrones comme celles qu'on a maintenant, asynchrones comme dans un chat, un forum, des hybridations entre les disciplines aussi. Envoyez le SMS. Ah d'accord. Merci de bien vouloir couper vos micros, s'il vous plaît. Alors, je termine par un petit exemple. L'hybridation entre les savoirs institués qui sont dans les livres que vous enseignez, et les compétences. Vous avez M. Bloom, qui, vous savez, c'est vieux Bloom, hein, ça date des années 50, 60. Il dit dans les compétences cognitives, on commence par la mémoire, la compréhension, l'application, et ensuite c'est l'analyse, la création et les compétences de haut niveau. Il a évidemment créé une école qui est celle où j'ai été, où on me donnait des savoirs, et quand j'osais, je l'ai fait plusieurs fois, vous savez, demander à l'enseignant à quoi ça sert, il me disait « tu verras ça plus tard ». Eh bien, mesdames, messieurs, le plus tard à l'heure actuelle, dans notre espace-temps accéléré, il n'a plus cours. Parce que, en plus, dans la vie quotidienne, est-ce que vous commencez généralement par de la théorie pour avoir des problèmes ensuite? Ou bien alors, est-ce que dans la vie quotidienne, vous rencontrez des problèmes, des circonstances qui vont vous demander d'aller chercher des savoirs? Là, vous avez un de ces renversements, et moi, je préfère le considérer comme une hybridation. Ça ne veut pas dire que le mode école de la théorie vers les compétences ou que le mode société, vie quotidienne des compétences vers la théorie vont prendre le pas l'un sur l'autre. Ce que je plaide finalement, c'est une cohérence entre les deux. On parle aussi des compétences du 21e siècle.
collaboration, esprit critique, créativité, communication, apprentissage. Et un jour, un enseignant m'a dit, mais où sont les savoirs? Moi, je suis dans la faculté des sciences et je dois enseigner les sciences. Où sont les savoirs dans votre tableau? Et je vous l'ai dit, je vous ai un peu piégé. Les savoirs, ils sont là dans l'anneau blanc. Ils sont quelque part externalisés. C'est un fait. Il y a 20 ans, 40 ans d'ici, les savoirs étaient au centre et les compétences étaient une sorte de nuage autour que l'on acquérait ou que l'on n'acquérait pas. À l'heure actuelle, dans les programmes où on travaille par les acquis d'apprentissage, les compétences sont au centre et les savoirs, ils sont toujours là, mais ils occupent une position différente. Voilà, j'ai terminé cette première introduction à votre sujet. Je vais maintenant quitter mon diapo. Oh. C'est parfait. Merci beaucoup, Marcel. Et voilà de quoi maintenant nous tourner et proposer à nos participants de répondre à cette question qui est posée ici. Quelles sont les modalités que vous pourriez envisager à partir de ce que vient de dire Marcel ou à partir de ce que vous savez déjà, de ce que vous avez peut-être déjà mis en place pour votre contexte d'enseignement? Et donc là, on utilise le chat pour répondre. Ça peut être aussi des questions de clarification, hein, s'il y a besoin par rapport à ce que Marcel a dit ou des prolongements. Et donc, je pense à la question de... D'accord, testez-vous clap avec Wendy. Je pensais à la question d'une... Je crois que c'était Véronique qui a fait une réflexion sur... pardonnez-moi, j'ai... La dégradation de l'interaction entre enseignement à distance et enseignement en présence. Nos étudiants, pour mon expérience, ne se montrent même pas en vidéo. Donc, un bon enseignement, oui, mais qui souffre de pas mal de défauts. Oui, merci. Oui, évidemment. Évidemment. Le problème numéro 1, ne prenez pas les choses comme une sorte de binarisme. C'est ça que je vais défendre dans toutes mes interventions, entre présence et distance. Il y a des compléments, il y a des agencements à trouver. Évidemment, nous les avons pour beaucoup découverts dans une période de crise, un peu le couteau là sous la gorge, et donc c'est très difficile d'en parler. Moi, cette crise, je respecte les conseils des sociétés qui s'occupent de la santé, ces choses-là, mais je m'en fais pas trop. Je continue à penser à l'école de demain. Et c'est vrai que l'interaction est différente, qu'elle est difficile. Vous dites qu'il y a même une sévère dégradation. Oui, en effet, mais ce que je suis en train de faire ici maintenant, je vois les visages de certains d'entre vous, je vois des signes dubitatifs, il n'y en a pas beaucoup, vous avez coupé votre caméra, il y a peut-être des questions de flux, hein, c'est mieux quand on coupe l'image, parce que l'image en vidéo consomme beaucoup plus de bande passante, comme on dit. Mais ce que je voudrais vous dire avec ça, c'est que, vous savez, c'est bien de me dire ça, hein, qu'il y a une sévère dégradation. Mais moi, il y a très longtemps, je n'ai pas commencé par les sciences de l'éducation, j'ai commencé par les sciences exactes, la physique. Et je me suis retrouvé dans des amphis avec des ingénieurs, des matheux. Je veux dire, on avait des cours en commun. On était parfois 150, 200, voire plus, dans un amphi. Eh bien, moi, mesdames, messieurs, hein, votre interaction en présence, qui n'est qu'une présence géographique, on est à 10 mètres du professeur, c'est pas ce que j'entends par la présence. La présence, c'est un moment d'échange, de regard, de questionnement, d'auto-questionnement, vous savez, des choses un peu piquantes pour soulever un peu le débat, etc., etc. Et si c'est ça, cette présence qui dépasse la présence géographique,
qui, évidemment, doit s'améliorer techniquement, mais je vois ici, vous vous rendez compte, 25 personnes qui sont arrivées là à se joindre, à m'écouter, à écouter Franck, Fatma, etc., etc. Mais je trouve ça prodigieux, n'est-ce pas? Je trouve cela prodigieux. Alors maintenant, encore une fois, je reviens sur ni A, ni B, ni présence, ni distance, etc. Nous sommes ici dans une configuration à distance, c'est vrai, à distance géographique cette fois-ci, hein, on est loin les uns des autres, mais je pense qu'il y a d'autres distances qui sévissent dans les amphis, qui sont la distance psychologique, la distance culturelle, la distance sociale. Et celle-là, vous savez, elle fait fi quelque part de nos distances géographiques. Donc, je veux dire, bien sûr qu'il y a des choses à améliorer, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer d'autres types de choses qui seraient faites à distance, c'est-à-dire sans la présence de l'enseignant, que les étudiants pourraient eux-mêmes, pas simplement vous écouter, mais venir apporter aux autres. Et donc, j'imagine une structure à distance qui devrait aller vers une structure moins pyramidale, avec l'enseignant et les animateurs au-dessus et les autres qui écoutent, à une structure peut-être beaucoup plus horizontale d'échange, de préparation. Un peu, vous savez, l'image que j'ai, c'est dans des classes, dans le secondaire, on me demandait de faire une élocution, comme on disait, sur un sujet donné. Ben, je devais le préparer à distance, chez moi, avec les malheureux livres que j'avais, et ensuite, je devais revenir en classe pour le présenter aux autres. Ça peut se faire à distance, n'est-ce pas? En effet, merci Marcel. Effectivement, on préconise souvent de mettre les étudiants en travaux de groupe, même synchrone ou asynchrone, pour qu'ils puissent travailler ensemble et ensuite revenir présenter le résultat de leurs travaux. Je m'arrête juste sur une question qui a été posée par Vincent. On entend beaucoup parler de comodal et d'hybride. Est-ce qu'on pourrait juste très rapidement préciser les différences entre ces deux termes, comodal, hybride? Écoutez, moi j'ai toujours été une personne qui, dès qu'on m'a demandé de mettre des choses humaines, mobiles, vagues, indéterminées, dans des catégories, je m'encours généralement par la fenêtre. Hybride, ben, ça veut dire un scénario. Vous imaginez 6 semaines de cours, d'accord? On va prendre 6 semaines. Eh bien, une semaine, ça se passe en amphi. Il y a des présentations par l'enseignant, etc. Cette première semaine se termine par un appel de l'enseignant qui met les étudiants en groupe A, groupe B, groupe C, avec la plateforme LMS, Moodle et les autres. Il leur donne des thématiques et il dit: la semaine prochaine, deuxième semaine donc, il n'y aura pas cours. Vous vous arrangez avec vos outils Skype et les autres à préparer quelque chose pour la troisième semaine où chaque groupe viendra présenter ce qu'il a trouvé. La quatrième semaine, je ferai une synthèse de tout ça et je vous donnerai à nouveau un travail à réaliser la cinquième semaine. Donc, vous voyez, il y a dans l'hybride des successions de phases en présence et à distance. Le comodal, le bimodal, comme on l'appelle généralement, ça veut dire, par exemple, dans une classe donnée, d'accord, dans une classe physique donnée, le professeur ou l'institutrice, peu importe, donne cours à la moitié des élèves en présence et à l'autre moitié et simultanément à un groupe qui est à distance parce qu'il est confiné, parce qu'il a approché des personnes qui ont eu le virus, etc. Donc, dans un cas hybride, il y a, si vous voulez, des phases présence-distance qui se succèdent. Dans la configuration bimodale, on a ces interactions présence-distance qui se passent en même temps. Merci Marcel. Je continue avec peut-être encore un dernier point. Je prends
Ah zut, je l'avais mis de côté, puis je ne la retrouve plus. C'est pas grave, on va la retrouver. Une réflexion qui concernait la question de la posture de l'enseignant. En fait, ça nous oblige à modifier un peu la façon dont nous pensons notre métier. Est-ce que tu peux nous donner quelques réflexions sur cette question de la posture? Oui. Je m'intéresse, vous l'avez vu ici, le temps m'est limité, moi je peux m'étendre 10 heures là-dessus s'il le faut. Hein. Mais j'essaie vraiment de voir la liaison qu'il y a entre la culture numérique, pas seulement les outils sont nécessaires, mais ils ne sont pas suffisants. La culture numérique qui s'installe dans la société et la réflexion sur l'école qui devrait préparer à cela. Alors, tu peux en 2 mots me rappeler la question, j'ai perdu le fil. Oui, l'idée c'était de te demander ce que tu penses parce que je crois que tout cela entraîne chez nous une réflexion sur qu'est-ce que c'est que notre métier et donc notre posture par conséquent. Et donc, effectivement, quand je regarde un peu, et vous savez, ce n'est pas moi dans mon petit bureau ici, hein, c'est en allant voir les enseignants sur le terrain et ces choses-là, et que je vois ce qu'ils font avec leurs élèves, à part ce que je connais bien, hein, donner cours dans un amphi, j'ai fait ça pendant des années, mais j'essaie de voir d'autres types d'interactions. Je me rends compte que, et marqué par l'actualité du XXIe siècle, il y a des gros changements qui sont en train d'opérer dans notre posture, hein, mais celui de nos élèves, de nos étudiants aussi, par rapport au rôle que nous tenons et dans notre rapport au savoir. Je m'explique avec 2 petits exemples de rien du tout. Évidemment, on pourra me critiquer sur la faiblesse de mes exemples, je sais. Le premier, c'est que on m'a enseigné à moi, physicien il y a longtemps, mais j'ai vu qu'on faisait la même chose en sciences de l'éducation, bon voilà, on m'a enseigné une certaine forme de déterminisme, des savoirs, des certitudes. Là, en physique, c'était la loi de la gravitation universelle. Vous savez, je ne la mets pas en cause, hein. C'est magnifique, hein, la loi de la gravitation universelle. Mais je veux dire, on m'a enseigné des règles, des lois, des invariants. On m'a parlé de Kepler, les lois de Kepler. On ne m'a jamais dit qui c'était Kepler. Sans doute une émanation de Dieu, je ne sais pas très bien. Mais on ne m'a pas parlé des personnes. En sciences humaines, il faisait la même chose. Il y avait le modèle de X, de Y, de Z sur la motivation, etc. Avec des complexités, on aurait dit un plan de centrale nucléaire. Je pense qu'à l'heure actuelle, nous allons devoir aussi apprendre, je fais un raccourci, hein, mais former en tout cas, nos étudiants à vivre dans un monde beaucoup plus incertain. Donc le rapport au savoir, je le respecte infiniment, tous mes bouquins autour de moi parlent de ça, mais il est en train de chanceler. Dans notre présentation, hein, on pensait que les experts, c'est les gens qui disaient une chose, paf, et tout le monde était d'accord. On voit à la télé, que ce soit sur TF1, France 2 ou la RTBF en Belgique, on voit des experts finalement qui vous disent on n'est pas certain, on n'est pas sûr, on ne peut faire que des hypothèses, on verra. Rapport au rôle. L'enseignant qui était le détenteur du savoir au-dessus de la pyramide dont j'ai parlé, il devient davantage, j'ai remarqué ça, un accompagnateur. Les élèves, même au primaire, n'est-ce pas? Même au primaire, faites attention aux élèves que vous allez bientôt recevoir hein, dans le supérieur. On les habitue à travailler en îlot, à 3 ou 4, avec un enseignant qui passe d'un îlot à l'autre, qui demande à quelqu'un de l'îlot E de venir parler, d'expliquer ce qu'il a trouvé, etc. Et on voit, il y a des livres hein, là-dessus sur les postures éducatives, etc. On voit cette transformation de l'enseignant gardien du savoir, hein, le maître instruit quelque part, vers d'autres formes, artisan, technicien, expérimentateur, celui qui ose essayer des choses, qui fait des hypothèses. Et donc, oui, j'en suis heureux.
on est en train de quitter les ornières, finalement. Les ornières dans lesquelles nous nous trouvons depuis bien longtemps. Et donc, évidemment, il y a des changements de rôle. Mais n'ayez pas peur de ça. J'ai été un prof au tableau, mais il n'y avait pas pire que moi. Je remplissais de tableaux, et vous l'avez vu, j'ai gardé cette vilaine habitude. Je n'arrête pas de parler quand on me donne la parole. Mais j'ai essayé, une semaine sur 15, de dire, ce point-là, je vais demander aux élèves de le développer, de venir le présenter. Et j'ai vu que ça fonctionnait. Et puis, au lieu d'une semaine, j'en ai fait 2. Et maintenant, tous mes cours sont en hybride. C'est une progression. Entendu, c'est une progression. Je pense qu'on va rester là pour conclure cette première partie. Et on va pouvoir donc passer à la deuxième. Mais juste un mot, tout ce que vous avez écrit, j'ai vu que vous aviez noté beaucoup de choses dans le chat. On le récupère, on pourra le récupérer. Vous pourrez le retrouver pour partager avec les documents, avec l'enregistrement de la session. Oui, parce que les partages ont été assez riches sur ce qu'ils avaient chacun envie de faire. Oui, il y a beaucoup de réflexions. On le récupérera. Alors, deuxième sujet. Avec ça, maintenant, quelles sont les opportunités que ces changements, cette hybridation multiple dont tu nous parlais, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça? Et donc, alors attends, je ne voudrais pas me tromper. Voilà, on a encore une question de lancement. Merci Lauriane. On repasse donc sur WooClap. Donc j'invite tous ceux qui avaient leur téléphone en main ou leur fenêtre ouverte à revenir sur WooClap. Pour ceux qui se seraient déconnectés ou qui n'auraient plus le code, le revoici. Donc CYPRQK. Et nous allons continuer la session. Alors, nous avons ici un format qui est un format brainstorming. Donc, ce qui change dans l'enseignement à distance par rapport à un enseignement en présentiel. On vous invite à noter vos idées dans 2 colonnes. La première pour les limites et les contraintes et la seconde pour les apports et les avantages. Alors, je me demande si j'ai l'impression qu'il y a parfois des personnes qui ont mis des étiquettes, peut-être dans la mauvaise contrainte, mais alors c'est peut-être moi qui interprète mal, mais par exemple des étiquettes comme efficacité en termes de temps et de déplacement. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les autres conseillers pédagogiques, mais j'aurais eu tendance à le mettre finalement dans plutôt apports et avantages. Ouais. Alors, je ne sais pas si je peux les déplacer. Je vais lire à voix haute celles que je déplace si jamais les personnes concernées sont pas d'accord. N'hésitez pas à me le dire du coup et à expliciter. Par exemple, plus de temps pour que l'apprenant assimile. Je l'aurais mis en apport et avantage. Oui. Oui, tu as raison, Lauriane, je m'étais trompée. Pas de souci. Alors, je le déplace. Hop. La richesse des échanges aussi. Alors là, c'est pas clair si c'est dans... Oui, donc quand il y a un doute, je préfère laisser. Alors, tac, tac, tac. La richesse des échanges, je ne pense pas que ce soit une limite, enfin, j'espère pas. Plus d'autonomie, c'est plus un apport. Intervention en tableau, équipement informatique des étudiants, moins de temps de pause, on charge plus ses emplois du temps, l'interaction et l'opportunité. Émilie qui dit moins de bavardage. Alors, ouais. Interaction individuelle en deux, interaction opportunité, discussion, présence, aspect technique. Donc, stimule la créativité et l'innovation pédagogique, c'est pareil, je l'aurais mis plutôt en apport et avantage. Étudiant plus participatif en simultané grâce au chat. Donc, j'aurais mis aussi. Donc, c'est plutôt un avantage. Un avantage.
À moins que la personne qui l'a écrit pense à autre chose. Voilà, mais du coup, je les laisse réagir, Ouais. effectivement. Efficacité en termes de temps et de déplacement aussi. Ouais, de ce côté. La difficulté à sentir, plus grande Alors, unité transposée, et c'est OK. OK. Merci. Beaucoup de choses. Alors, Oui, c'est délicat très de faire. riche, très chouette. Ouais, c'est très riche. Merci beaucoup. Ce que je suggère peut-être, c'est parce que là, c'est difficile de faire un tour, un survol sans, sans mettre de côté une bonne part des choses qui sont dites. Ce que je trouve intéressant, c'est on est à presque une centaine de réactions, de réponses. Et qu'il y a... Est-ce que tu peux nous dire si tu sais combien Une il y a... égalité. Alors, qui gagne le match? Ça va être difficile. Je pense que je peux essayer peut-être plus visuellement. Ça m'a l'air un peu équilibré. Ce qui est marrant, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, mais ça a été d'abord beaucoup de rose et de rouge. Et ensuite du orange. Donc, je crois que c'est assez équilibré. Je dirais qu'il y a peut-être une petite dominance de rose. Ce que je propose, c'est que, Franck, on fasse une synthèse de ça, qu'on mette en forme le résultat à cette question dans le forum qu'on proposera après le webinaire. Parfait. Hein? Il y a ici un élément que je trouve intéressant aussi. Mise en activité plus difficile, les étudiants qui se noient dans la masse numérique. Qui m'attire l'œil parce qu'il y a un smiley dessus. Ok, Franck, tu gardes bien les résultats, Lauriane? Oui, bien sûr. J'attends ton go, Franck, si c'est bon. Oui, eh bien, je pense qu'à 15h30, il est temps de passer à l'intervention de Marcel pour sa deuxième partie. À vrai dire, je ne me rendais pas compte que ça allait être aussi difficile. Oh, alors, je suis confus de voir que c'est difficile pour toi. Alors, c'est vrai que pour... Vous savez, la difficulté, quand on voit ces sportifs en train de courir, ils se donnent du mal et tout, ça peut être aussi quelque chose de terriblement excitant, n'est-ce pas? Il faut voir aussi cette difficulté que nous avons parfois à réaliser des choses, et puis on se dit « Ah mon Dieu, j'ai été bête, encore un peu, j'hésitais d'y aller. » quoi. Donc, il y a vraiment ces éléments-là, mais je veux dire, il faudrait presque un atelier en parallèle pour, par exemple, exploiter tous ces résultats, pouvoir les catégoriser. Hein. On sent bien qu'il y a des choses qui touchent, il y en a beaucoup, hein, sur les interactions, par exemple. Hein. C'est moins facile, d'autres disent, oui, c'est moins facile, mais parfois c'est plus profond parce qu'on a le temps de s'exprimer. Il y a des personnes qui ne se seraient pas exprimées dans un grand amphi et peut-être ici, elles vont oser dans le chat. Donc, je ne sais pas comment ça va, il est trop tôt, c'est trop rapide, mais on sent qu'il y a des choses, il y a des éléments sur les motivations également, l'autonomie, l'engagement des étudiants ou pas d'ailleurs, les ressources. Et donc, j'ai envie peut-être par rapport à ça, de partager mon écran. Donc, où est mon écran? Ah, il est ici. Partager mon écran et de vous livrer quelques petits éléments sur un certain modèle. C'est un modèle que j'ai conçu il y a des années, hein, peut-être bien il y a dans les années 90, 2000, quelque chose comme ça. Je me suis retrouvé devant cette difficulté où je devais accompagner des enseignants dans la construction de dispositifs, à distance, en présence et tout. Et je me rendais compte, c'était la dia que je vous ai montrée tout à l'heure, que il y avait évidemment les pédagogues qui nous donnaient des tas de modèles compliqués sur la motivation, les interactions, les modes de compétition, les modes, comment dire, coopératifs, collaboratifs, etc. Et quand moi j'ai commencé à lire ces bouquins de pédagogie, parce que j'en ai lu beaucoup hein, quand j'ai fait ma mutation, mon hybridation avec les sciences humaines, je me suis dit, mais moi, j'arriverai jamais à expliquer ce que Socrate a dit. Vous voyez Ibn Khaldoun, vous voyez Michel de Montaigne, hein, celui qui a dit l'étudiant n'est pas un vase à remplir, mais un feu allumé dans les
dans les essais, tête bien faite, tête bien pleine. Vous avez Pavlov, vous avez Bandura, Piaget, Vygotsky. Je me disais, entre les modèles de l'apprentissage et les modèles de la formation, ceux qui intéressent l'enseignant, on aurait besoin d'un modèle pragmatique. Et d'ailleurs, quelqu'un, une personne, je n'ai pas retenu le nom parce qu'il y avait trop de choses à la fois, a dit, dans l'enseignement à distance, ce qui est intéressant, c'est que ça nous oblige à remettre en cause notre modèle d'apprentissage. Et donc, j'ai commencé à interroger ces personnes-là, les grands penseurs de la pédagogie. À l'époque, c'était sur les valeurs ajoutées des technologies dans l'enseignement. Certains disant que ça motivait, d'autres que ça ne motivait pas, certains disant que ça amplifie les interactions, d'autres disent et la relation humaine là-dedans. Je les ai fait dialoguer là-dessus. Et qu'est-ce qui m'est arrivé à ce moment-là? Il m'est arrivé un modèle que j'ai toujours utilisé avec les enseignants dans mon conseil pédagogique, un modèle facile, hein, comme sur la caricature, là, j'aime bien les choses faciles, larges, pas les catégories dont j'ai parlé tantôt, mais plutôt comme les doigts de la main, comme des dimensions auxquelles je dois faire attention pour concevoir, analyser, évaluer un dispositif. Et donc, vous trouverez les références, hein, vous aurez le lien vers mon diapo, c'est expliqué en long et en large, c'est utilisé en formation d'adultes, en formation d'entreprise. Quelles sont donc ces 5 dimensions? Donc, que j'ai identifiées en confrontant les apports des méthodes innovantes, du numérique, des méthodes actives, avec ce que disaient des personnes, allez, Piaget, mais il a parlé au siècle passé, hein, en 1900, allez, je dirais 50-60, quelque chose comme ça, où on ne parlait pas encore du numérique. J'ai trouvé 5 pôles, 5 dimensions. La première, information. Alors faites attention. Information, ça veut dire votre syllabus, ça veut dire la vidéo de votre cours, ça veut dire la vidéo que vous exploitez dans votre cours et qui n'est pas nécessairement la vôtre. Mais c'est aussi le plan de cours, c'est-à-dire les informations que vous allez donner à vos étudiants. Le scénario temporel, comment ça va se passer, l'hybridation, hein? C'est pas facile, on le voit bien ici, on passe entre Lyon, puis c'est moi, et puis c'est vous qui faites, c'est pas facile. Les critères, les consignes, etc. Au centre, les activités. Quand j'étais jeune prof, je me disais, qu'est-ce que je vais voir avec mes étudiants la semaine prochaine? Et je me suis rendu compte que 20 ans plus tard, je ne pensais plus tout à fait comme ça m'avait complètement épuisé. Je pensais plutôt, qu'est-ce que je vais demander à mes étudiants de faire? Ils sont finalement plus nombreux que moi. En plus, je l'ai déjà dit 3 fois aujourd'hui, je ne peux pas apprendre à leur place. Et finalement, production. Qu'est-ce que les étudiants vont me montrer, vont me présenter, vont me remettre, vont me déposer, tout ce que vous voulez, qui va être le signe de l'apprentissage qu'ils ont fait ou pas. Le chef-d'œuvre, on dit parfois. Alors, vous voyez jusqu'ici, c'est terriblement déterministe, hein. On a vraiment input, process, output. Oui, bon, ok. Comme je l'ai dit, c'est 3 dimensions. Ces 3 dimensions, elles ne fonctionnent pas toutes seules. En voilà une 4e, les éléments de motivation, souvent liés aux ressources que vous allez donner, bien sûr, aux problèmes, aux défis, à l'apprentissage collaboratif ou pas, aux projets que vous allez demander aux étudiants d'effectuer, au but, aux finalités, comment vous allez inscrire votre cours dans un contexte qui lui donne du sens. Et finalement, la 5e dimension, les interactions dont on a parlé. Juste un petit point. On me demande souvent, mais Monsieur Lebrun, oui, on comprend bien les buts, les objectifs, les activités, les méthodes, mais où est l'évaluation? Moi, je dois mettre des points à mes étudiants. Eh bien, l'évaluation, je la vois
dans l'intersection, si vous voulez, entre le rectangle qui s'appelle activité, le rectangle qui s'appelle production et l'ovale qui s'appelle interaction. Pour moi, l'évaluation, c'est aussi une forme d'interaction sur le processus, c'est-à-dire les activités, et sur la production, c'est-à-dire le signe qui a été fait. Évidemment, ce modèle-là, il faut le plonger dans différents contextes. Figurez-vous que une de mes recherches était aussi, mais on nous parle des méthodes actives, des méthodes qui mettent en activité l'apprenant. Et j'ai beaucoup cherché. J'ai pas encore vraiment trouvé de définition des méthodes actives. Et je vais m'inspirer de mon contexte, de mon modèle IMAIP, information, motivation, activité, interaction, production, pour les définir. Les méthodes actives, elles sont ancrées dans un contexte actuel et qui fait sens. Elles offrent, ça c'est la motivation, elles offrent un large éventail de ressources. Elles mobilisent des compétences de haut niveau, les activités. Elles s'appuient sur des interactions. Elles conduisent à la production de quelque chose. Qu'est-ce que les étudiants vont faire? Telle est ma question lancinante. Et là, vous retrouvez les approches problèmes, ce qu'on appelle la PBL, Problem-Based Learning, apprentissage par problème. Vous retrouvez une compétence comme la recherche d'informations. Vous retrouvez les compétences cognitives du 21e siècle, l'esprit critique, etc., etc. Vous retrouvez les travaux de groupe, l'utilisation des réseaux sociaux, ce genre de choses. Et finalement, les productions, le projet, le chef-d'œuvre, comme j'en ai parlé. Voilà ce que je voulais vous dire comme peut-être grille qui permettrait d'analyser les différences qualitatives, comme vous les avez exprimées, entre la présence et la distance, en disant que ce sont des mondes différents et que ce que je vais continuer à plaider, c'est une interaction entre les deux, et que finalement, cette fichue crise nous avait fait un pas en avant pour découvrir l'autre monde, sans vouloir vous dire, ça y est, on a gagné, tout le monde est à distance, mais plutôt pour réfléchir à votre dispositif d'enseignement et de formation. Merci Voilà. Marcel. Merci. Je trouve toujours passionnant et puis je viens de découvrir ton modèle sous un autre jour. Donc, merci beaucoup. On va peut-être en reparler puisque maintenant on vous propose de répondre par l'intermédiaire de Booklab à la question suivante. Par rapport aux 5 leviers du modèle IMAIP qui vient d'être présenté par Marcel Lebrun, expliquez ce qui change ou ce que vous pourriez faire changer ou ce que vous aimeriez faire changer dans votre enseignement. Je laisse la main à Lauriane. Donc, on retourne là-dessus. Toujours la même adresse du coup pour ceux qui se seraient déconnectés avec le même code CYPRQK. Donc je lance la question suivante. Donc c'est le même format, vous avez 5 colonnes et vous pouvez du coup répartir vos réponses dans ces 5 colonnes, une colonne par lettre de l'acronyme information, motivation, activité, interaction et production. On demande bien ce qui change lorsqu'on passe à distance ou… Oui, c'est ça, ce qui change aujourd'hui finalement. Effectivement, c'est ce qui change à cause de la situation. Donc, on sait que la question est un peu plus longue que les précédentes, donc on vous laisse le temps de réfléchir et de renseigner vos réponses.
il nous faudrait des écrans plus larges. Vous pouvez ajuster la fenêtre dans les options d'affichage normalement par rapport à la taille de l'écran. Alors, le souci, c'est que j'ai l'impression que c'est plutôt la fenêtre ou clap en fait qui. Vous voulez dire ici? Non, c'est par rapport sur Zoom, il y a option d'affichage en haut et vous avez ajuster à la fenêtre ou réduire et vous pouvez avoir la fenêtre qui est plus ou moins. Ah oui, mais alors c'est peut-être pas pour mon partage d'écran du coup. Parce que Oui, moi, voilà, c'est ça, perso, ouais. j'ai l'écran. Ouais. Voilà. C'est chacun qui doit gérer son affichage, effectivement. Voilà, c'est ça. Donc si on Ah, veut un peu d'accord. mieux voir, mais bon, c'est coupé quand même. Ouais. Mais là, c'est un problème de WooClap, j'ai l'impression. Oui, enfin, c'est pas vraiment un problème, je pense. C'est C'est juste que- que les colonnes sont sont figées larges. en largeur. Voilà. Et du coup, on en a 5. Bon, on est dans le même cas de figure que... Alors, peut-être ça peut être pas mal. Non, c'est pas mal comme ça. J'ai l'impression que c'est assez équilibré hein, entre les différents leviers. Bon, J'aimerais voir les 2 dernières colonnes, Ouais. si c'est possible. Ouais. Voilà, merci. Oui, on a à peu près le même nombre. On a moins d'éléments dans la colonne d'interaction. Est-ce que tu peux descendre un petit peu, s'il te plaît, Marianne? Merci. Je suis au max. On est à la fin de la liste. Merci. Alors, là, juste, c'est une réaction comme ça. Je m'arrête sur... ne bouge plus, ne bouge plus. Je m'arrête sur la dernière case que je vois dans la colonne des interactions. Comment sentir la compréhension? Et je me dis que alors, ma réponse, enfin, moi, ça me fait penser au fait que finalement, c'est à nous d'essayer de trouver les moyens qui nous permettent ou qui leur permettent d'exprimer d'une façon plus claire. Par exemple, quand on pose une mauvaise question, là, on ne vous a pas posé des questions toujours très précises. Marcel nous a demandé de préciser, par exemple ici. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'en réfléchissant sur les moyens qu'on utilise, peut-être qu'on peut améliorer la compréhension. On peut pallier à l'insuffisance de l'absence, enfin de la distance, par un moyen un peu différent, enrichi d'interaction. Je ne suis pas sûr d'avoir été très clair. Oui, c'est Jean-Philippe Bedel, c'est moi qui ai posé ça. En fait, en enseignement présentiel, on a vite une sensibilité, je vais dire, vis-à-vis des silences, des regards, du jeu du corps, etc. Donc, on sent vite les choses, entre guillemets. Enfin, moi, je sens vite les choses, entre guillemets. Là, on a des écrans noirs, comme on fait comme ici pour le flux, donc c'est toujours frustrant de parler à des écrans juste avec des noms ou des surnoms. Des fois, c'est assez marrant. Les étudiants qui oublient d'enlever leurs surnoms. Et le truc marrant aussi, c'est de laisser la connexion à la fin pour voir qui c'est qui ne s'est pas déconnecté à la fin du cours. C'est intéressant aussi, ça. C'est un peu vicieux, mais c'est intéressant. Donc, ma question, c'était justement dans le jeu de réflexion qu'on doit avoir sur le contenu et le contenant et comment faire l'interaction. Moi, j'ai toujours un petit souci, je questionne. Bon, je n'ai pas utilisé encore les outils comme on utilise aujourd'hui, ou Clap ou autre. Je fais des petits sondages en demandant qu'ils lèvent le pouce ou qu'ils sont d'accord ou pas pour que j'ai un petit sondage comme ça en direct sur les petits icônes de Zoom, je vais y arriver, pardon. Mais je me sens toujours un peu frustré dans cette approche-là parce que je n'ai pas le temps en amont d'envisager ce genre d'interaction. Et du coup, ça se fait au pendant de cette interaction, le contenu et
Et le contenant, entre guillemets, et les objectifs que je mets du cours sont prioritaires, parce qu'on est dans l'urgence, parce que, bon, on en a parlé, c'est la crise, et il a fallu s'adapter, entre guillemets, même si ça fait déjà 2 fois qu'on utilise ce genre de… On s'améliorera, mais du coup, je n'ai pas eu le temps encore d'aborder avec différents outils, différentes méthodes, entre guillemets, c'est pour ça aussi qu'on s'inscrit là pour échanger, par rapport à cette perception, que je dirais, qui permet de rendre le cours vraiment interactif, parce que souvent dans le cours, vous avez des questions qui sont des fois borderline, entre guillemets, mais qui sont ici une opportunité d'amener d'autres éléments, de confronter au contexte ou d'amener des éléments, comme disait M. Lebrun, sur à quoi ça va servir derrière un peu, que les gens comprennent dans un contexte plus global. C'est clair. Alors, juste un mot, et puis je laisse la parole à Marcel s'il le souhaite. Vous venez, en fait, ce que vous venez de dire, c'est que, au fond, si je traduis ce que vous dites, on est tenu d'apporter un soin au préalable de préparation qui va nous obliger à mettre en place le cadre qui va nous permettre de retrouver cette espèce de compréhension plus fine à laquelle vous faisiez allusion. Tout à fait. Marcel, peut-être un commentaire, et puis ensuite on passera à la troisième partie. Mais donc je comprends bien cette histoire. Pour moi aussi, c'est quand je suis en présence, c'est vraiment salutaire d'avoir le regard de mes étudiants. Et Jean-Philippe en a parlé, hein, donc cette posture un peu dubitative ou bien un peu d'émerveillement, etc., ça nous donne quelque chose qui est difficile. Bon, ici, je vois certains visages qui bougent, donc j'ai quand même de la vidéo. Je veux dire de la vidéo dynamique, hein, pas seulement des images statiques, voire des noms sur un fond noir. Mais malgré tout, évidemment qu'il y aura des difficultés. Mais je le dis pour moi, peut-être que je suis un mauvais enseignant, hein, vous pouvez me dire ça, je n'ai pas de problème. Mais quand moi j'étais dans un amphi, là, j'ai parlé parfois des amphis, quand on est à 10 personnes, bien sûr, on comprend, on voit les regards, on connaît le nom de chacun et tout. Mais quand on est dans un grand amphi, je le redis, mais il n'y a pas de présence là-dedans. Il n'y en a pas, à part… Ah, on t'a perdu, Marcel. Marcel. Je pense qu'il a un souci de connexion. Oui, j'en ai peur. Je pense qu'il va nous rejoindre peut-être. Oui, il va peut-être se reconnecter. Ouais. Je profite juste du coup de cette question. Jean-Philippe, moi je me permets de partager une astuce d'animation de grands groupes. Voilà, on a été coupé. On a été coupé, oui. On est repris. Et donc, je disais, ce même exercice en présence, comment je le faisais? Donc, je projette le grand tableau avec mon projecteur data et puis je dis aux étudiants, ben, refaites ce tableau dans votre cahier et notez, comme vous l'avez fait, hein, des mots sur motiver, interagir. Mais tous les cahiers de ces étudiants, moi, je ne les vois pas. Je suis obligé de dire à un étudiant, bon, on va prendre l'information. Qui est-ce qui a trouvé quelque chose d'intéressant? Toi, dis-moi, oui. Et toi? Bon, écoutez, on va passer maintenant à la motivation. Ici, j'ai vraiment eu l'impression que je voyais vos cahiers à tous en même temps. Ça, je suis désolé, mais vous ne pouvez pas le faire en présence. Et donc, moi, j'aimerais bien… Évidemment que la situation est difficile, on le sait. J'aimerais tant être à une table avec vous à Lyon. Ça me ferait plaisir d'y revenir d'ailleurs. Mais je veux dire, on n'a pas ça. On a un complément. On a une autre façon de faire. On a des possibles. On peut garder les traces. Je peux garder vos interventions. Si j'intervenais la semaine prochaine, je peux repartir de certaines interventions. Là-bas, en présence, je n'ai pas ça non plus. Donc, je plaide vraiment pour qu'on prenne les temps qui sont là comme des moments d'expérience et surtout n'allez pas dire que Marcel Lebrun a dit qu'il fallait absolument faire les cours à distance. J'essaie simplement de voir comment finalement goupiller au mieux les deux
pour fédérer des apprentissages significatifs. Et je pense que, sincèrement, je ne l'avais jamais vu fonctionner avec WooClap, mon modèle, là. Chapeau, hein. Vous montrez ça à quelqu'un, ben, tout de suite, il peut dire voilà ce que je peux faire, qu'on puisse avoir des interactions. Je pose beaucoup de questions dans mon amphi. Il y en a quelques-uns qui vont répondre. Ici, dans le chat, je peux avoir des réponses, même organisées par l'outil que vous avez utilisé. Donc, moi, je vois aussi des avantages, mais je conçois très bien que ce qui a été dit par Jean-Philippe, il me semble, sur cette présence, cette résonance qu'il y a entre des humains qui se trouvent au même endroit et qui sont en train de discuter de choses qui les intéressent ou les passionnent, ben, on ne l'a pas. On ne l'a pas tout à fait. On ne l'a pas de la même façon. Mais moi, je maintiens, j'en ai eu des cours. Peut-être à Lyon, tous les cours sont parfaits, mais les cours que moi j'ai suivis dans des amphis, je suis désolé, je n'ai jamais vu de présence là-dedans. Mais c'est vrai, il faut venir à Lyon parce qu'à Lyon, les cours sont parfaits. Alors, ceci dit, Lauriane, tu voulais nous montrer une petite astuce. Est-ce que si tu n'en as pas pour très longtemps… Oui, non, c'est court. En fait, je rebondissais sur comment sentir l'incompréhension qui, pour moi, en fait, tient un peu de la régulation informelle, c'est-à-dire que sans aller jusqu'à l'organisation ou la mise en place d'une activité qui peut parfois en fait chambouler un peu tout le timing qu'on avait prévu pour son cours, comment est-ce qu'on peut faire au fil de 2 heures de visioconférence pour voir un peu où ils en sont et justement essayer de choper cette information, j'ai envie de dire. Moi, j'utilise beaucoup la main levée et en fait, je remarque souvent les gens vont poser la question si vous n'avez pas compris ou si vous avez une question, levez la main. Sauf qu'en fait, quand on fait ça, on met souvent les étudiants dans une position de se dévoiler, ce qui peut être les mettre dans une situation aussi d'insécurité psychologique et de gêne, en fait. Du coup, moi, ce que j'invite à faire, c'est de poser en fait la question dans l'autre sens, ce qui vous permet de faire 2 choses à la fois. De poser la question en fait plutôt si vous avez compris, levez la main. Ce qui fait que très rapidement, vous allez voir dans la liste des participants, en fait, ceux qui ne lèvent pas la main, vous allez pouvoir du coup choisir, on va dire, de distribuer la parole, reformuler peut-être quelques éléments pour les inviter, plutôt que ce soit eux qui amènent en fait leurs problématiques. Et en même temps, ça vous permet aussi de déterminer s'il y a des étudiants qui n'ont pas écouté ou qui n'étaient plus là. Et on est effectivement dans cette notion de présence où on sollicite un peu une présence. Donc voilà, ça c'était très bonne idée. Astuce en passant. Merci Lauriane. Alors attention, je suis… Peut-être encore un tout petit point. Et entre guillemets, la plupart sont tombés dans le panneau. Quand je parle des interactions dans le modèle IMAIP, bien sûr que c'est les interactions avec l'enseignant sur son trône, mais c'est aussi les interactions entre les étudiants. Et quand moi, je vous l'ai expliqué dans le modèle hybride, je leur donnais une thématique à préparer en semaine 2 pour venir la préparer en semaine 3. Quand j'étais en présence, là, à Louvain, sur le campus, ils me disaient, mais comment on va faire pour travailler en groupe? Ça va être difficile. Un tel, il habite à Bruxelles, l'autre est à Namur et tout. Et là, les interactions à distance entre les étudiants sont facilitées par ce genre d'outils. Et nos étudiants les utilisent. Ils les utilisent pour faire différents types de travaux. Et donc, ça facilite aussi les interactions entre les étudiants. Et elles sont fondamentales dans la relation pédagogique. Très juste, en effet. Merci Marcel. Alors, il nous reste un maximum d'1 demi-heure pour finir. Donc, 3e sujet. Concrètement, ça donne quoi, Marcel? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, est-ce qu'on a une question ici? Mais j'ai peur que… On n'aura pas le temps, on va passer la question. Ouais. Ok, on va passer directement la main à Marcel, s'il veut bien. Oui, oui, bien sûr que je veux bien. Je suis là pour vous, avec vous. Vous vous rendez compte, je suis là dans ma solitude, dans ma maison. Vous arrivez là à 40, 50, je ne sais pas. C'est fabuleux, hein? On coupe les bières. Ben oui. Alors, j'exagère à peine un tout petit peu. Alors, voilà, j'ai partagé mon écran. Alors oui, on avait pas mal discuté avec les conseillers là sur
comment terminer en contextualisant? Et c'est vrai qu'il y a un domaine qui m'intéresse pas mal depuis quelques années, qui intéresse aussi les enseignants, puisque je me souviens en avoir parlé à l'ENSE de Lyon, quelque chose comme ça, en 2014, et c'était quelque chose d'extrêmement nouveau, j'apparaissais comme un extraterrestre, et depuis, les classes inversées se sont répandues, elles sont dans le primaire, mais oui, dans le secondaire, dans le supérieur. C'est devenu une sorte de phénomène, je dirais quelque part. Est-ce que c'était une modalité attendue? Elle m'a intéressé, j'ai accompagné pas mal d'enseignants en France, d'institutions, non pas pour mettre encore une fois tous les cours en classe inversée. Je suis en train de vous parler d'une modalité possible. J'aurais pu vous parler de la pédagogie par projet, par problème ou d'autres. Alors, nous parlons ici évidemment d'hybridation. L'hybridation, pour moi, et les classes inversées, elles sont survenues il y a, donc je vous l'ai dit, vers 2010. Il y avait toute une histoire là derrière. Ben oui, l'enseignement magistral, vous le voyez là, au XVe siècle, XVIe siècle. Vous voyez que les gens ont quand même des livres, là, dirait-on. Vous voyez ce que c'est devenu, si vous voulez, en 2010 ou 2012. En 2008 apparaissait ce genre de choses avec des cours filmés. Tout le monde rigolait bien, mais ça a donné quand même les MOOC fun en France, France Université Numérique, etc., avec des possibilités, comme je vous le disais là, de combinaison d'activités en présence-distance. Donc, on est vraiment dans de l'hybridation, mais aussi des combinaisons qui touchent à l'enseigner, à l'apprendre. Des temps d'enseignement, dans le sens transmissif, apport de savoir, transmettre les savoirs, mais bon Dieu, c'est aussi notre devoir comme enseignant, mais aussi de balancer ça avec des temps d'apprentissage, davantage en autonomie, plus des hybridations d'espace, de temps, etc. Je présentais à l'époque la classe inversée comme ceci. Elle est au croisement d'activités en présence, vous savez ce que ça veut dire, on est en présence dans une même salle, dans l'auditoire A 122 à 14 heures. L'enseignement s'y passe. Vous voyez une deuxième colonne qui s'appelle distance. Alors là, elle a été mal interprétée. En particulier à l'école primaire ou secondaire, où on me disait « Oh là là, on va donner du travail aux enfants à la maison et tout. » J'ai dit non. Distance, ça veut dire en autonomie, sans la présence d'un enseignant, pas nécessairement à la maison et pas obligatoirement tout seul. Ça peut se faire dans des locaux particuliers dans l'institution. On parle beaucoup maintenant des learning labs, ces lieux dédicacés à l'apprentissage où les étudiants peuvent se retrouver pour travailler. Il n'empêche, dans l'enseignement traditionnel, et je maintiendrai encore un petit peu, l'apprentissage se fait à distance. Moi, quand j'étais étudiant, je notais des notes, je ne comprenais pas toujours ce que je notais. Je me disais, quand je serai revenu ce soir dans ma chambre d'étudiant, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire. L'idée de la classe inversée, c'était de dire, est-ce qu'une partie de l'enseignement considéré comme transmission qui se fait en présence ne pourrait-il pas se faire à distance, avec des livres ou d'autres médias, vous connaissez tous ça, de manière, non pas à ce que l'enseignant n'ait plus rien à faire, mais de manière, à libérer du temps en présence pour faire d'autres choses. Autrement dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure rapidement, les savoirs étant externalisés, on peut les rejoindre en dehors de l'amphi, à la maison, dans des lieux, à la bibliothèque, au CDI, etc. Mais le but est vraiment, dans les personnes qui ont forgé le concept de classe inversée, de s'occuper davantage de l'accompagnement des étudiants et de ne pas mobiliser le temps avec une sorte de monologue qui dure 2 heures. C'était ça, vraiment,
l'idée de départ. Ça, par expérience, c'est ce que j'ai appelé le type 1 de la classe inversée. C'est-à-dire qu'on prend connaissance de la matière hors la classe au travers de textes et de vidéos, et en classe, on a davantage de temps pour les applications, la résolution de problèmes, les études de cas en fonction des disciplines. Ce que j'ai constaté, c'est qu'à partir de cette idée toute simple, utiliser les savoirs externalisés de manière, j'insiste, vous le mettez en gras, à retrouver du sens à la présence. Du sens à la présence, j'ai constaté qu'il y avait des enseignants qui faisaient d'autres choses, d'autres configurations. Ils disaient, un peu comme dans mon exemple, aux étudiants, en groupe, individuellement, peu importe, hors la classe, aller explorer les contextes, chercher des ressources, préparer une activité. C'est un peu ce que je disais à la fin de mon cours 1, aux étudiants, la semaine prochaine, la semaine 2, aller chercher des ressources, préparer une présentation, etc., de manière à revenir en classe pour faire vous-même la présentation. Et là, sous la houlette de l'enseignant, ça permettait de faire en classe de l'analyse, de la critique, de la créativité, etc. Ce que je me suis rendu compte et ce que je veux vous montrer ici, c'est qu'à partir d'une simple idée sur la présence et la distance, on peut, si on veut, amplifier le processus. C'est que j'ai vu des enseignants qui, au lieu de considérer les 4 petits rectangles que je vous ai montrés, ils les mettaient ensemble dans une sorte de dispositif. Vous voyez que j'ai mis 1 et 2. Regardez, je les mets là. 1, explorer les contenus. 2, du temps de débat, de travaux de groupe. Ils prenaient ensuite le type 1. Je les ai numérotés 3 et 4. Et ils les mettent comme ça. Prendre connaissance de la matière, application. Et ça n'a l'air de rien. C'est développé par des enseignants, je vous le dis à l'école primaire, secondaire et ailleurs. C'est finalement ce que j'ai appelé les classes inversées. Typiquement, en suivant différents modèles qui existaient en pédagogie, par exemple le cycle de Kolb, K-O-L-B. Kolb préconisait de commencer un enseignement en explorant les contextes, en parlant des ressources, etc., etc. 2, de faire un travail collectif de mise en relief des apports des étudiants, d'essayer de faire une synthèse, d'un débat, que les questions se posent avant les réponses qu'ils vont trouver au temps 3, prendre connaissance de la matière au travers des vidéos, et ensuite on arrive au temps 4, l'application, les exercices, les situations, problèmes. Ça, c'est ce que j'ai appelé les classes inversées. Vous voyez qu'on passe d'un modèle tout simple, que je vais résumer ainsi. Les leçons à la maison, les devoirs en classe, ce qui est le type 1, les enseignants se sont emparés de cela pour en faire autre chose. C'est ce que moi, j'appelle l'innovation pédagogique. On prend une idée, on la reconfigure en fonction des besoins, on s'inspire de ce que d'autres font et on en fait un autre objet, un autre dispositif. Je résume. Vous avez un premier axe qui est celui, j'en ai déjà parlé, je fais déjà une synthèse, du rapport au savoir. Des savoirs qui peuvent être transmis par le professeur en classe, des savoirs du cours externalisés sur des vidéos sur YouTube, accessibles par les réseaux, et des savoirs récoltés par les étudiants eux-mêmes. Vous avez une autre dimension qui est le rapport au rôle, où vous avez, l'enseignant donne son cours, niveau 2, les étudiants participent aux échanges, à la construction, etc. Et 3, les étudiants construisent eux-mêmes le dispositif de leur cours. Vous savez, quand je demandais à mes étudiants, pour la 3e semaine, chaque groupe viendra présenter tel sujet, etc. Vous savez ce que je leur disais? Je leur disais, et si possible, ne faites pas des PowerPoint.
Ne faites pas comme vos profs des PowerPoint. Préparez une activité pour vos collègues. Et les étudiants le faisaient. Ils savent faire ça, nos étudiants. Et donc, ça me permettait que les étudiants eux-mêmes mettent en place une formation dans laquelle leurs collègues avaient un rôle actif. Ça a donné évidemment là, à ce croisement le type 1. Le type 2, le type élocution, dissertation. Le type 3 qui mélange un peu tout cela, le voici, avec tout en bas la classe inversée, tout en haut, mais n'y prenez pas des valeurs particulières, la classe renversée, comme le fait Jean-Charles Caillé à la Cato de Lille, où les étudiants construisent tout le cours, y compris les évaluations. Le groupe A construit les évaluations pour le groupe B, etc., etc. Et là, au milieu, les classes inversées. Voilà, c'était mon modèle ici. Vous retrouvez évidemment les différents événements d'apprentissage. Je termine en vous disant que ce n'est pas qu'un modèle rêvé, de nouveau dans mon bureau. J'ai fait des recherches sur ces différents types. On les retrouve, le type 1, type 2, le type 3 qui en est le mélange. Type 1, la théorie d'abord, les applications ensuite, davantage en mathématiques, sciences, etc. Le type 2, études de cas, présentation par les étudiants, davantage en sciences humaines. Mais vous voyez que la très haute densité est dans le type 3 qui mélange un peu tout ça. Des conseils que vous me direz sans doute, ne pas oublier d'expliciter les attentes, les consignes, les critères, la façon de travailler, quels seront les critères d'une bonne production, etc. Préparer les élèves à apprendre de cette façon. Attention aux vidéos, vous ne devez pas toutes les réaliser vous-même, il y en a pas mal qui peuvent servir à des études de cas. Délimiter le temps de travail en autonomie. Associer une plateforme, vous avez des plateformes comme Moodle, Caroline et d'autres qui permettent de faire ça. Et pour les enseignants, il faut se former à ça. Et c'est ça que j'admire beaucoup sur des réseaux comme Twitter, etc., auxquels je suis abonné, avec certains évidemment. C'est que ça devient un lieu d'échange, de modalités, de pratiques, de mutualisation. Et peut-être pour faire cela, je reviens sur ce point, c'est pas la peine d'essayer de renverser ou d'inverser votre cours en une fois. Vous pouvez très bien décider que la deuxième semaine, celle pour laquelle vous avez beaucoup de ressources ou qui vous a toujours semblé ennuyeuse, commencez à inverser votre cours sur cette semaine-là. Et ensuite, si ça marche, vous étendrez peut-être. Ma leçon par rapport à tout ça, oser expérimenter. Oser expérimenter. On n'arrête pas de me dire, est-ce que la classe inversée a des effets positifs sur l'apprentissage des enseignants, des étudiants? Je réponds toujours, donnez-moi d'abord des recherches qui montrent la valeur ajoutée des apprentissages dans un amphi. Après ça, je vous répondrai. Bravo. Merci pour cette démonstration. Alors, on avait prévu de faire un petit passage par voclap, mais je pense que comme il est 4h15, il nous reste 15 minutes. On n'a plus le temps d'échanger, je crois, en direct. Je souhaiterais demander à Marcel s'il veut bien passer à la conclusion qu'il a préparée pour le webinaire maintenant, à moins que mes camarades me disent que… Tout à fait, Franck. Okay. N'hésitez pas à noter vos réactions, vos questions dans le chat, qu'on puisse aussi y répondre ou les reporter en fait dans le Padlet à la fin du webinaire. Ouais. Alors Marcel, c'est encore difficile. Est-ce que tu veux bien, s'il te plaît, revenir et ce sera pour la conclusion. Oui, j'avais préparé brièvement 3 idées qui me paraissent essentielles. Il y en a beaucoup d'autres, évidemment. La première,
je la formulerai comme ça. L'apprentissage au cœur du dispositif, un changement de paradigme du XXIe siècle. Je me rends compte que dans presque tous les domaines d'activité, et parfois très sournoisement, on rentre dans une époque qui est de plus en plus do it yourself. Un de mes collègues disait, ça a commencé avec les pompes à essence. On a dit avec un grand drapeau, une grande affiche, self-service, faites-le vous-même. Ensuite, il y a eu les banques. Chez nous, il y avait des guichets, maintenant, il n'y en a plus. Mais on a développé le web banking, faites-le vous-même. En médecine, on me dit, on développe de plus en plus, vous savez, des approches patients, où on informe le patient sur sa maladie de manière à ce qu'il soit vraiment un partenaire que nous allons accompagner et qu'il soit actif par rapport à sa maladie. Vous voyez ce paradigme-là, mais il est partout. Il se retrouve dans les journaux. Avant, le journal, il était écrit par un rédacteur en chef et des journalistes. À l'heure actuelle, il y a toujours cela, l'hybridation, mais il y a aussi des nouvelles qui circulent. Oh là, certaines sont fausses. Mais oui, il faudra apprendre à nos étudiants à distinguer le vrai de l'incertain, du faux. Voilà beaucoup de choses qui nous font quitter un peu le déterminisme. Et donc, je ne peux que reprendre ce que je vous avais dit, construire des dispositifs avec des attentions aux ressources, aux méthodes, aux acteurs, au contexte, avec cette idée de cohérence que je vous montre au travers de cette image. Finalement, cette définition de dispositif que je vous avais donnée tout au début, ben oui, elle est reliée au modèle IMAIP, avec les informations, les ressources, motivation par les contextes, les productions, les finalités, les interactions, les acteurs, les activités, par les méthodes, etc., etc. L'apprentissage au cœur. Ensuite, il faudra quitter ce monde certain. Michel Fabre qui disait... qui a écrit un livre d'ailleurs, Éduquer pour un monde problématique, nous dit que nous sommes rentrés dans un monde héraclitéen. Il dit, vous étiez des terriens avec des routes qui permettent d'aller de tel village à tel village en passant par tel endroit et la carte Michelin va en ravir. Vous étiez des terriens, vous êtes devenus des marins. La carte ne vous sert plus à rien. C'est la boussole que vous allez utiliser dans une mer où il y a parfois des amers, des signaux qui vous permettent de vous localiser dans un grand espace. Principe d'hybridation et de variété. Je termine ce point par peut-être une vision un peu philosophique. Quand j'ai été pris entre les deux mâchoires de l'étau des sciences exactes et des sciences humaines, c'est peut-être la philosophie qui m'a donné une façon de pouvoir concilier les deux. D'un côté, les rationalistes, parfois les déterministes, le monde des idées, des invariants, des recettes, des théories, des concepts, etc. Et c'est très bien que nous ayons tout cela. Mais il reste en philosophie le monde de l'empirisme, des percepts, des perceptions que l'on dit naïves parfois, de l'expérience, de la réalité concrète. On a une approche qui doit être finalement synthétique entre les deux, avec le behaviorisme qui nous dit voilà de bonnes façons de transmettre les savoirs aux élèves. On retrouve les steps de Robert Gagné, on retrouve l'enseignement explicite, etc. Mais d'un autre côté, on a la philosophie constructiviste, c'est à l'élève à construire ses connaissances à partir de ses perceptions, de ses ressources, etc. C'est l'un, c'est l'autre, je n'en sais rien. Ce dont je suis sûr, c'est sans doute les deux à la fois. Le troisième point, donner du sens, contextualiser. Ah mon Dieu, que ça doit être difficile pour des enseignants-chercheurs. Le chercheur, selon moi, on l'habitue à décontextualiser. Dans une situation particulière ou générale, à trouver des invariants, des dimensions principales, des modèles, des théories, etc., etc. Et c'est très bien comme ça. Mais peut-être que le rôle de l'enseignant,
et tout autant de décontextualiser. Est-ce que c'est l'un? Est-ce que c'est l'autre? Non, c'est l'ensemble. Je vous donne un exemple. Contextualisez d'abord dans votre enseignement. Inspirez-vous des choses, des contextes. Vous donnez un cours de biologie, mais quelle opportunité pour parler du virus. Vous donnez un cours d'économie, mais quelle opportunité de parler du virus, tout ce qui nous touche là maintenant, de notre loisir, de la communication, des interactions, etc. Le contexte. Ensuite, il faudra bien décontextualiser, c'est-à-dire donner les règles, les invariants, etc., etc. Et ensuite, il faudra peut-être recontextualiser en passant par les applications, les exercices qui montrent que les modèles théoriques nous permettent de comprendre d'autres choses. Est-ce que vous ne trouvez pas que dans ce modèle, on retrouve certains temps de la classe inversée, le temps 3 de l'exploration des contextes, le temps 1 de la décontextualisation, de la théorie, des apports, etc. Et le temps 2, celui des applications, des problèmes, etc. Donc voilà peut-être 3 éléments qui me permettent de donner du sens à ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que pour moi, l'hybridation, ce n'est pas A et B, c'est l'hybridation, c'est pas mélanger A et B, je veux dire, c'est peut-être un mélange de pas mal de choses qui nous viennent des objectifs, des compétences à développer, des nouveaux savoirs, des nouvelles formes de savoir, des nouveaux supports, mais aussi des moyens d'interaction en présence, à distance, etc. Donc une hybridation qui est très, très complexe. Voilà, je crois que j'ai tout dit à propos de ça. Vous avez mon blog si ça vous intéresse. Et voilà, je crois que j'ai terminé là-dessus. Merci Marcel, c'était brillant. Cette dernière partie restera vraisemblablement dans les annales. Alors, sérieusement, un grand merci de nous avoir consacré ce temps, de nous avoir permis de poser des questions, de nous avoir apporté les lumières, l'éclairage qui est le tien. Je ne voudrais pas qu'on déborde trop, donc je laisse la parole maintenant à Christelle. Oui, simplement pour clôturer ce webinaire, on voulait vous proposer de poursuivre la réflexion parce qu'on se rend bien compte que 2 heures, c'est beaucoup et c'est peu en même temps pour pouvoir discuter de ce sujet-là. On voit que Marcel avait encore beaucoup de choses à nous dire et on aurait pu en discuter encore longtemps. Donc, on vous propose de poursuivre la réflexion par de l'accompagnement pédagogique, c'est-à-dire que les cellules d'appui de vos établissements vous proposent de travailler avec vous si vous voulez approfondir la question, de savoir comment est-ce que vous pouvez mettre en place certains petits changements dans votre enseignement, les petits pas dont parlait tout à l'heure Marcel. C'est une possibilité qui vous est offerte, n'hésitez pas à vous en saisir. Sinon, on vous propose de continuer la réflexion avec d'autres webinaires, toujours en lien avec l'enseignement à distance et hybride. Le prochain, c'est celui de Denis Berthiaume le 10 décembre, mais il me semble qu'il y en a un autre sur les outils juste avant. Donc, le 26 novembre. Le 26 novembre, sur les outils d'interaction. Oui, il n'y est pas là. Le 26 novembre, c'est un webinaire sur les outils d'interaction. Et là, on va faire du partage d'expérience en fonction d'usages pédagogiques différents autour de ces outils-là. Donc, Denis Berthiaume, le 10 décembre, c'est plus sur la scénarisation en multimodalité, en jouant sur la distance, la présence et d'autres dimensions. On verra ça avec lui. On verra aussi comment est-ce qu'on travaille sur l'encadrement et l'accompagnement des étudiants, parce que c'est une question qui revient souvent quand on fait de l'accompagnement sur la distance et sur les enseignements hybrides, c'est comment est-ce qu'on maintient une relation et un lien social avec les étudiants et comment on les motive à s'engager dans les activités que l'on propose. Là, ça sera avec Françoise Doc, une collègue de Marcel de l'Université catholique de Louvain. Et puis, on travaillera également sur les interactions le 11 février avec Amaury Ridal, qui est un collègue et qui est professeur à la HEP de Vaud, dans le canton de Suisse. DAE, ça s'écrit D-A-E, je crois. D-E-A. Non, D-A-E. D-A-E? Oui, oui. Ah bon? Merci. Excuse,
Il me semble qu'il y avait un petit truc. Oui, puis il y aura d'autres web rendez-vous et ça, on vous tiendra au courant sur les TP hybrides, l'évaluation au second semestre. Et puis, enseigner à distance en sciences humaines et sociales, c'est une demande qui a été faite par certains enseignants dans ces domaines-là. Voilà, sinon, il nous reste à vous remercier et à vous envoyer également un lien pour le forum qu'on vous propose de pouvoir alimenter pour maintenir des échanges autour de ces questions-là. Vous pourrez sur le forum retrouver les sujets sur lesquels Marcel est intervenu et vous pourrez poser des questions et faire du partage d'expérience comme vous l'avez fait dans le chat. On fera en sorte de mettre à disposition tous ces échanges et de répondre à vos questions sur le forum. Le lien, Fatma va nous l'envoyer sur le chat pour que vous puissiez y accéder. Sinon, on vous en renverra un message, un mail avec toutes ces informations-là. Donc, à vous de voir si vous avez envie de continuer la réflexion sur ce forum. Ensuite, merci pour tout, merci pour vos échanges, merci d'avoir participé à ce webinaire et merci à Marcel pour la qualité de sa présence et puis le temps qu'il nous a accordé à la préparation de ce webinaire. Et puis, on vous propose de répondre à un questionnaire de satisfaction très court pour avoir votre retour, voir comment on peut faire évoluer cette offre de webinaire et qui permet des échanges à distance pour le coup, pour l'instant. Merci à tous. Avant de partir, prenez, s'il vous plaît, ça nous intéresse d'avoir votre avis. Donc, vos réponses au questionnaire de satisfaction sont importantes pour nous. Oui. Merci de bien vouloir y passer. Le chat également, je vous ai mis le lien vers le forum pour continuer la réflexion et poser vos questions et vos retours d'expérience. Et là, le dernier lien, c'est le lien de l'évaluation du webinaire. Marcel, un grand merci. Pardon, Franck, je l'ai mis aussi sur le chat. Je remets maintenant le lien vers mon diapo. Il est aussi disponible, donc vous pouvez l'intégrer dans votre plateforme et tout ce que vous voulez. Il est à votre disposition parce qu'il y a parfois sur certaines dias des petites références qui permettent d'aller plus loin. Merci Marcel, on l'intégrera effectivement au forum et on fera aussi un Padlet avec toutes les ressources autour du webinaire qu'on mettra à disposition des participants et on y mettra aussi tes ressources puisque tu nous y autorises. Avec plaisir. Merci beaucoup. Eh bien, le plaisir était vraiment pour nous. Donc, vraiment un grand merci encore une fois, Marcel, du temps que tu nous as consacré, de ces apports toujours très lumineux. Je tiens vraiment à insister là-dessus. C'est très éclairant. Merci, Marcel. Je vous souhaite avec plaisir. Une bonne mise en route, une bonne mise en œuvre de toutes ces bonnes idées, et de profiter du rayon de lumière, de la lumière que nous a donné Marcel pour agir maintenant. Et à très bientôt donc. Merci encore. Merci à tous, merci à toutes. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.